Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump à l'échelle mondiale en imposant des droits de douane tous azimuts. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Déjà, si on prend un tout petit peu de recul, je sais que c'est pas facile en ce moment, vu qu'au jour le jour, à chaque fois, on a des nouvelles absolument hallucinantes. Les droits de douane, finalement, quand on regarde tendanciellement depuis, je sais pas, 50, 60 ans, ils ont quand même beaucoup baissé. Oui, il y a des phases de protectionnisme, il y a des phases d'accélération du libre-échange au cours de l'histoire. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les droits de douane sont aussi vieux que le commerce. Finalement, on avait déjà des droits de douane dans l'Antiquité. Et puis si on prend les États-Unis, les premiers droits de douane, c'était une loi qui a été passée en 1789 par George Washington, quoi. Donc on a eu une phase de très forte montée des droits de douane dans les années 30, qui avait mené notamment à la Grande Dépression des années 30. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, on a une très forte baisse des droits de douane qui a été encore accélérée depuis 1980 avec cette troisième vague de mondialisation, comme on l'appelle, avec l'entrée des anciennes républiques soviétiques dans le commerce mondial et puis à partir de 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Là, la mondialisation a gagné beaucoup de terrain à partir des années 80 et les droits de douane ont très fortement baissé. Donc, jusqu'à quand et à combien? Quand on regarde les chiffres, factuellement. Exactement, jusqu'à à peu près 2018, jusqu'à la première guerre commerciale de Trump. Et là, les droits de douane moyens pour les États-Unis étaient aux alentours de 2%, disons, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on était plutôt aux alentours de 15-20%. Donc autant on part sur des niveaux qui sont très bas, autant ce qu'on entend aujourd'hui, il faut rappeler ce que Trump a décidé, même si les choses sont assez mouvantes, puisqu'il y a des exemptions des reports, etc. 2 fois 10% de hausse de droits de douane sur la Chine, 25% sur le Mexique et le Canada. L'Europe va suivre. Potentiellement, si tout est fait, tout est appliqué, est-ce qu'on pourrait aller vers des droits de douane les plus élevés depuis quoi, tout à fait. Donc, siècle, 50 ans. Si on prend ce que vous venez de dire, donc les 25 points sur le Canada, sur le Mexique et les 20 points sur la Chine, et qu'on considère qu'il y aura 10 points par exemple sur tous les autres pays du monde, on aurait des droits de douane moyens pour les États-Unis qui seraient aux alentours de 20%, et là, ça serait les plus hauts niveaux depuis 1913. Voilà, et on sait où tout ça nous a mené, de par le passé. Oui, ça nous a mené donc entre les deux guerres mondiales, la phase de protectionnisme avait contribué à arriver jusqu'à la Grande Dépression, puis ensuite la Grande Dépression avait précipité des événements historiques qu'on connaît. Après, l'argument mis en avant par Donald Trump, notamment pour instaurer les droits de douane punitifs, c'est ce déficit commercial américain qui est à un niveau élevé. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que le problème vient vraiment du reste du monde ou c'est aussi un problème qui vient de la part d'Américains qui consomment beaucoup, qui n'épargnent pas beaucoup? Ça va vraiment ensemble. C'est vrai qu'il faut regarder les deux côtés des choses. Au niveau, par exemple, de la Chine, on a des surcapacités de production qui sont extrêmement importantes. Du côté américain, enfin, du côté occidental en général, il y a eu une vague de désindustrialisation sur les dernières décennies et puis de délocalisation aussi, de perte en compétences. Il y a des choses qu'on ne sait plus fabriquer et donc on doit importer, notamment depuis la Chine, mais pas seulement la Chine aussi, depuis l'Asie en général. Et c'est ces deux côtés finalement de la pièce qui font qu'on a des déficits commerciaux qui sont très importants entre la Chine et les États-Unis, mais aussi par exemple entre l'Europe et la Chine. Ouais. Après, la Chine justement, elle a promis qu'elle se battrait jusqu'au bout, je la cite, si les États-Unis poursuivaient la voie dans cette guerre commerciale. Le Canada a promis aussi des représailles, le Mexique aussi, l'Europe également. Là, pour le coup, s'il y a hausse de droits de douane puis riposte, on entre dans une logique de guerre commerciale mondiale. Là, les mots sont importants. Effectivement, là, on aurait vraiment une guerre commerciale. Si chaque pays prend des mesures de rétorsion vis-à-vis des États-Unis, on entrerait vraiment dans une sorte de guerre commerciale. Et avec des prix donc, qui augmenteraient beaucoup, et ça pénaliserait évidemment la consommation des ménages un peu partout. Et ça serait vraiment un coup dur, un coup de frein pour l'économie mondiale et pour la croissance mondiale, évidemment. Mais si c'est perdant-perdant, je veux dire, quel est l'intérêt pour Donald Trump de faire ça? C'est
une réponse qu'il veut apporter finalement à ses électeurs par rapport à ces déficits commerciaux notamment. Si c'est au prix d'avoir plus d'inflation et moins de consommation, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais ça n'est pas forcément la meilleure des réponses. En tout cas, ce n'est pas le seul levier qui peut être activé pour essayer de réindustrialiser les États-Unis. Oui, parce que c'est ça aussi l'objectif, évidemment. Oui, aussi... Dans ce droit de douane, c'est relocaliser. Je vais baisser l'impôt sur les sociétés de 21% à 20 ou 15% pour les productions sur le sol américain. Là, pour le coup, c'est vertueux pour le continent américain, enfin pour l'Amérique du Nord, que d'avoir effectivement plus d'usines sur le sol américain. Oui, mais la difficulté, c'est que relocaliser, c'est un bon objectif en soi, mais c'est un objectif de moyen long terme, et c'est pas forcément facile de relocaliser des usines automobiles, par exemple, ou pharmaceutiques du jour au lendemain sur le sol américain. Ce sont des manipulations qui prennent vraiment des années, et se borner à l'outil des droits de douane, c'est sans doute très limité finalement, et ça va pas assez loin pour pouvoir permettre une réindustrialisation aux États-Unis qui soit efficace. D'ailleurs, Donald Trump a été à l'écoute de ces constructeurs américains qui eux-mêmes segmentent leur production de voitures entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et donc, il y a des exemptions, je crois, d'un mois pour les constructeurs américains qui seraient en grande difficulté, avec possiblement des hausses de prix des véhicules en milliers de dollars. Oui, donc là, on peut dire que l'administration Trump a été ramenée à la raison économique, on pourrait dire, par les constructeurs automobiles américains qui l'ont fait comprendre que ça allait être extrêmement pénalisant pour eux-mêmes, et donc ils allaient perdre des parts de marché par rapport aux autres constructeurs automobiles du monde, les Européens, les Asiatiques notamment. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette exemption sur les voitures en particulier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir pour les voitures, c'est que, comme vous le disiez, la construction, la production, elle est très segmentée. Il y a des pièces qui sont fabriquées au Mexique, d'autres au Canada et aux États-Unis. Et quand les pièces transitent, passent les frontières, à chaque fois, on aurait des hausses de droits de douane importants, ce qui ferait que, in fine, le prix d'une voiture pourrait augmenter aux États-Unis de plusieurs milliers de dollars. Il y a même un chiffre qui a été mentionné qui parlait de 10 000 dollars supplémentaires pour une voiture neuve aux États-Unis du fait des droits de douane, quoi. Donc, il pourrait y avoir un effet quand même très négatif sur les prix et sur la consommation, évidemment. Bastien, quand on se pose la question de savoir qui paye la facture des droits de douane, on se dit souvent ce sont les consommateurs, in fine, c'est eux qui payent. Après, les entreprises peuvent elles aussi comprimer leurs marges, ne pas augmenter leur prix en prenant sur leurs marges, mais ça fait des boîtes moins profitables, notamment américaines. Et ce qu'on a vu sur les dernières années, sur les 2 ou 3 dernières années, c'est justement des taux de marge des entreprises. Quand on en enlève les mastodontes en fait, de la cote américaine, on a eu plutôt déjà une réduction des marges de profit des entreprises sur les 2 ou 3 dernières années, et ça sera compliqué pour elles de continuer à réduire ces marges sur les mois qui arrivent. Après, il se murmure, je crois que c'est la Fed de Philadelphie qui a parlé d'une possible contraction de l'activité au premier trimestre aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que les Américains apprécient ça, parce que ça aura des conséquences évidemment sur leur emploi aussi. Ben oui, tout à fait, parce que là, les premiers chiffres qu'on commence à avoir sur le marché du travail... C'est le premier trimestre de l'ère Trump 2. Oui, c'est exactement ça. On a plutôt des indicateurs qui se sont détériorés sur les dernières semaines, des indicateurs de confiance des ménages, des entreprises se sont assez fortement dégradés. On a vu que les dépenses de consommation en janvier se sont contractées. On avait le chiffre le plus mauvais depuis 4 ans pour les dépenses de consommation aux États-Unis. On a un déficit commercial qui s'est très fortement creusé en anticipation des hausses de prix, donc les entreprises ont fortement américaines ont importé avant d'avoir mal. Et tout ça contribue finalement à un contexte assez négatif pour l'activité, et on pourrait avoir un premier trimestre de croissance qui serait négatif en 2025. La question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment on n'a pas la réponse, mais combien de temps potentiellement peut durer cette guerre commerciale de Trump? Eh bien, pas forcément longtemps. Après, la réponse elle est vraiment à nuancer, parce que ce qu'on voit, c'est que les hausses de droits de douane que Trump avait pris en 2018-2019 sur la Chine sont restés en application, donc sont restés dans la durée. En revanche, la végétation qu'il y a pu y avoir par rapport aux autres pays n'était pas forcément restée, donc ça avait plutôt disparu. Donc là, il y en a plus des couches de taxes par rapport oui, donc là, il y en a beaucoup plus, elles sont plus importantes. On parle de 25 points sur le Canada et le Mexique, là, on a eu 20 points sur la Chine en plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on peut imaginer qu'il y a une bonne partie de ça qui s'efface avec le temps, qui disparaissent. On a
déjà des exemptions pour un mois. C'est déjà la deuxième exemption d'un mois qu'on a par rapport au Canada et au Mexique. Et je crois que les parlementaires républicains comprennent que les effets négatifs qu'il va y avoir sur l'activité ne sont pas forcément très populaires et que l'objectif, c'est finalement d'obtenir des concessions des partenaires commerciaux pour pouvoir retirer ces droits de douane sur les semaines et sur les mois qui arrivent. Ouais. En 10 secondes, pour la Fed, ça va pas être facile de savoir que faire dans cette séquence-là. Non, c'est vraiment pas facile parce qu'on a des prix qui vont augmenter, mais les prix augmentent, donc le niveau des prix augmente de façon permanente, mais l'effet sur l'inflation, il est temporaire parce qu'au bout de 13 mois, cette hausse de prix sortira du calcul de l'inflation, sa variation sur 12 mois du niveau des prix. Donc une inflation qui augmente de façon temporaire et puis vraisemblablement le marché du travail qui va être pénalisé, on commence à le voir déjà un petit peu sur le mois de février. Donc deux effets contraires. Deux effets contraires. Et en tout cas, les marchés ont vraiment choisi, pour eux, ça voudra dire que la Fed devra baisser davantage ses taux directeurs sur l'année 2025 pour réagir à cette baisse d'activité économique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Dru, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.